Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai lu 4 romans et je suis ici pour vous en parler. Bien le bonjour tout le monde, on se retrouve pour le point lecture du mois de mai. Je profite de l'appartement de mon copain pour vous faire une petite vidéo sous le plaid pendant qu'il n'est pas là. Et on commence cette vidéo avec le dernier tome de la saga Little Woman, les 4 filles du Docteur March, de Louisa May Alcott. Donc pour ce dernier tome, la grande famille de Jo March, on retrouve simplement Jo, Meg, Amy, Laurie, toute la famille un petit peu de base, en tout cas pour ceux qui sont toujours en vie. Et on a le retour des jeunes de l'école de Jo qui reviennent alors qu'ils sont maintenant plutôt grands. Ils font des études pour certains, ils voyagent pour d'autres, certains naviguent, d'autres sont musiciens. Et ils reviennent justement pour retrouver leur chère tante Jo et pour passer un temps tous ensemble. Pour le coup, c'est pas mon préféré de la saga, c'est vraiment juste... Voilà, des exemples de personnes toutes différentes les unes des autres. Et puis voilà, il y a quelques petits passages un peu aventureux, un petit peu palpitants, mais c'est vraiment juste un racontage de loin. C'est un peu cette impression que j'avais. Ça reste agréable, mais vu qu'en plus moi j'ai des soucis pour me souvenir des prénoms des gens, j'avais un peu de mal à repérer qui était qui et surtout le souvenir était un petit peu flou du coup du tome précédent où on les voit enfants parce que du coup j'arrivais plus à faire le lien de quel enfant était tel quasi adulte, en tout cas quel adolescent. Donc c'était un peu compliqué, mais ça reste intéressant parce que ça reste une vision de la vie d'une personne qui a vécu au 19e siècle. Donc ça reste un roman très intéressant. Mais je trouve qu'aucun des tomes ne bat vraiment en fait, les 2 premiers tomes, donc les 2 qui ont servi pour l'adaptation de Greta Gerwig en 2017 ou 2019, je ne sais plus. Mais voilà, au moins j'ai fini la saga et du coup je vais pouvoir aussi tester la version originale du tome 1 puisque j'ai entendu dire que, outre le titre complètement misogyne, puisque le Docteur March, le père, on s'en fiche complet, c'est à la base des romans sur les femmes, en tout cas les 2 premiers. Après, on varie beaucoup plus. Là, vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de monsieur. Et apparemment, l'éditeur, du coup, qui était un homme de l'époque en France, s'est aussi amusé à diminuer le nombre d'occurrences masculines pour décrire Jo. Et tout plein de petites choses comme ça. Du coup, je l'ai acheté un jour en VO, en version originale, et j'attendais d'avoir quand même fini la saga en français pour le lire. Donc je pense que ça fera partie des prochains livres en anglais que je vais lire. J'attends, je pense, un petit peu quand même, histoire de me décrocher de ma vision de celui-ci. Et ensuite, je prendrai la version originale pour tester et voir, même s'il y a un bon temps d'écart entre le tome 1 en français que j'ai lu et du coup celui en anglais que je vais lire, voir un petit peu si mon ressenti est différent, sachant que Jo March est ma préférée des sœurs. Ensuite, pour changer un petit peu, j'ai testé Pirates, Magie et Crème Fouettée de Natacha Didri. Alors pour le coup, l'autrice, je la suis sur TikTok et justement j'avais entendu parler de son bouquin. Et je sais plus pourquoi, mais il y avait un petit truc dans son TikTok qui m'avait fait tiquer, qui m'avait fait dire « Oh, je suis pas sûre d'aimer le roman ». Et en fait, quand je suis tombée dessus par hasard en librairie, je me suis dit « Ah, je retrouve plus du tout ce petit détail-là qui m'avait un petit peu, voilà, qui m'avait un peu rebuté sur le moment ». Du coup, je l'ai acheté. Surtout, un très beau jaspage. Du coup, ici, on va suivre Esteban et Louis. C'est un roman à 2 voix. Alors, c'est 2 hommes complètement différents. C'est 2 jeunes hommes qui sont dans le début de la vingtaine, si je ne me trompe pas. Esteban, lui, est étudiant et veut devenir un magicka, c'est-à-dire une sorte de mage avec des pouvoirs, et il veut surtout rentrer dans la milice de l'État, parce que, voilà, il veut être un peu un héros. Sachant que lui vient d'une famille extrêmement précaire, en tout cas, il n'a que sa mère en plus avec lui, et voilà, ils vivent un petit peu quand même dans un endroit un peu plus typé bidonville.
pour vous donner une idée. Et l'école dans laquelle il est, c'est une école très haut niveau. Sauf que les dons magiques, si j'ai bien compris que je ne me trompe pas, sont un peu des dons que une déesse, un dieu, je ne me souviens plus du genre, mais offre à certaines personnes. Et vu que lui en est doté, eh ben, il a pu rentrer dans cette école. Sauf qu'il se met une pression monstre parce qu'il veut absolument rentrer dans la milice pour aussi, en plus d'être un héros, avoir un beau statut et un beau salaire pour permettre à sa mère de vivre confortablement. De l'autre côté, on a Louis, pirate, très gourmand, il adore les pâtisseries. Je dirais mégalo et qui a tendance à ne pas être assez sérieux avec son équipage et avec les aventures dans lesquelles il les entraîne. Sauf que Esteban, de son côté, va tester de passer un examen de téléportation. Il va se louper, il va être repéré par l'équipage de Louis. Louis va décider de le prendre avec lui de force, d'un côté, sur son bateau pour qu'il l'aide à combattre un monstre des mers qui le pourchasse. Et c'est là où une relation va se nouer petit à petit entre nos deux protagonistes. Alors pour le coup, j'ai bien apprécié la plume. J'ai aussi apprécié les différences qu'on voit, ne serait-ce que dans la manière de voir les choses, de voir la vie, puisqu'on a les deux points de vue, du coup, des deux personnages principaux. Je trouve que le côté pirate, à la fois, est bien mis parce que on va avoir des vrais termes maritimes, donc c'est agréable, c'est très intéressant, mais en même temps, on reste par contre dans le cliché du pirate qu'on voit dans les films, dans les livres et trucs comme ça. On n'est pas sur le pirate historique. Si je ne me trompe pas, ce bouquin rentre dans les romantaisies et du coup, on a forcément un côté politique qui, je trouve, est très bien montré. Clairement, on voit le parti pris de l'autrice, clairement anti-oligarque, anti-privilège, simplement donné par le sang et par le rang, plutôt que par réellement ce qu'on peut apporter de bien à la société. Et on voit justement le côté très dénonciateur de ceux qui vont profiter de leurs privilèges, quitte à détruire des gens plus démunis. Donc ces points-là étaient vraiment super agréables. La romance est quand même mignonne. Le point noir, c'est forcément le côté kidnapping. Je suis pas férue des relations qui vont se baser sur une part de violence. Même si le kidnapping est pas frontal, un peu au début, mais qui après se détend, tout se détend. Esteban apprécie d'être avec cet équipage, apprécie d'être sur ce navire, mais je pense qu'il y avait soit... Faut arrêter ce genre de début de romance par des kidnappings, des choses comme ça. Voilà, totalement. Soit faut trouver une manière de l'emmener sans qu'on ait vraiment cette sensation que potentiellement c'est pas de l'amour, c'est simplement un syndrome de Stockholm. L'histoire reste mignonne, honnêtement, c'est clairement pas l'histoire qui va vous faire penser que c'est normal qu'un homme vous séquestre, vous kidnappe, vous empêche de faire ce que vous voulez, manigance en fait pour négocier avec vous, que vous fassiez un peu ce qu'il veut et tout ça. Voilà, ça reste quand même dénoncer justement la manière dont Luis se comporte avec Esteban au début. Le côté utiliser quelqu'un, tout ça, le côté menace est remis en question. Mais il y a quand même ce petit doute sur le côté ouais, il s'est quand même fait kidnapper. Voilà, surtout qu'avec le caractère d'Esteban, en fait son premier choix n'aurait jamais été de monter sur le bateau de Luis et de faire partie de l'équipage. Donc en fait c'est ça qui peut un petit peu rebuter. Mais malgré tout, je dirais juste ayez conscience que c'est pas forcément un début très sain. La suite devient beaucoup plus saine et c'est pour ça qu'on apprécie. On n'est pas sur tout le cliché de 50 nuances de Grey où littéralement Christian Grey est toxique du début à la fin. J'avais vu, c'est 365 jours que j'avais vu passer forcément parce que ça fait polémique. Ou pareil, là, le mec est ignoble juste du début à la fin. Je suis pas dark romance. Il me semble que j'en ai acheté une récemment parce que pour le coup, là, ça m'avait intéressée parce que ça, c'est un petit peu aussi plutôt de la romantaisie, c'est un mélange. J'ai déjà discuté avec des personnes qui aiment la dark romance et qui m'ont dit
il n'y a pas que justement ces dark romances qui sont clairement toxiques et qui sont clairement mauvaises. J'avais parlé justement avec une personne qui n'aimait pas ce genre de bouquin parce que ça banalise les violences conjugales. Mais on va avoir la dark romance du couple qui va être sain l'un envers l'autre, mais qui va évoluer dans un environnement toxique. Et ça, c'est le genre de roman qui pourrait me plaire. Donc si vous avez des recommandations, j'aimerais bien. Mais c'est pas du tout ce qui est le plus mis en avant. Là, on va dire qu'avec le système politique qu'il y a, de toute manière, Esteban, son choix, peu importe lequel c'était, si c'était celui de base ou l'arrivée sur le bateau qui a été forcée, et ben en fait, dans tous les cas, c'est pas un vrai choix qu'il avait. Je vous laisse découvrir le roman si ça vous intéresse, mais pour ma part, je trouve que Esteban, dans tous les cas, même s'il n'avait pas rencontré Louis, même s'il avait suivi la voie qu'il voulait avec le système politique qu'il y a dans sa ville, dans sa société, il n'aurait absolument pas pu avoir un vrai choix en fait. Pour moi, dans tous les cas, c'est pas un vrai choix parce qu'il n'avait pas du tout conscience aussi des manigances politiques qu'il y avait derrière. En fait, Esteban est très naïf quand même au début et c'est un petit peu auprès de Louis qu'il ouvre un peu les yeux sur la société dans laquelle il vit. Et du coup, c'est très intéressant. Et je suis quand même curieuse parce que Esteban, on ne connaît pas son père. Voilà, je vous ai dit qu'il vivait seul avec sa mère, qu'il avait qu'une mère. J'ai un doute sur l'identité de son père. J'ai un doute qu'on le croise, quand même. J'ai un petit doute, petit. Je sais pas s'il est bon, mon doute. Voilà. Mais vu qu'il n'y a pas d'explication, je serais quand même curieuse de savoir si l'autrice a pensé à vraiment savoir connaître, en fait, qui est le père, ou si c'est le flou total, ou vraiment il n'y a absolument aucune connaissance de qui c'est. Ensuite, j'ai lu Loveless d'Alice Oseman. Alors, je ne l'ai pas là parce que je l'ai prêté à ma mère pour qu'elle le lise, parce qu'elle était un peu intéressée, puisque c'est elle qui me l'a offert via l'application, le site Recyclivre. Et du coup, dans Loveless, on va suivre Georgia à la toute fin de son lycée. On va la connaître dès le début par sa fête un petit peu d'après-balle. Et du coup, on va la suivre plutôt dans ses débuts à l'université. Et Georgia, elle a une particularité, c'est qu'en fait, à la soirée après-balle de lycée, elle se rend compte que le crush qu'elle avait depuis petite était un faux crush qu'elle s'était inventé pour un peu imiter tout le monde. Et c'est là où elle se rend compte qu'en fait, elle n'a jamais eu d'attirance amoureuse ou sexuelle pour qui que ce soit. Donc, accompagnée de ses deux meilleurs amis, Jason et Pip, elle va découvrir l'université, mais aussi essayer de trouver enfin ce sentiment amoureux et cette attirance sexuelle. Et en plus, à la fac, elle se retrouve séparée de son groupe d'amis, puisque elle se retrouve dans un collège, parce que oui, en Angleterre, les universités sont séparées en collège, donc en fait un peu en groupe. C'est vraiment une sorte de ville universitaire entière. Elle va se retrouver du coup en colocation avec une autre jeune femme complètement à son opposé. Très ouverte sexuellement parlant, très extravertie, très énergique, qui connaît beaucoup de monde, qui se lie, en tout cas, qui semble se lier très facilement avec beaucoup de monde, alors que Georgia, elle est dans sa petite bulle, elle est dans son petit monde, ses deux meilleurs amis, ça lui suffit, et puis voilà. Mais Georgia a quand même pour but de laisser une chance à la vie, de lui apporter des expériences et du coup de rencontrer, de nouer des relations avec beaucoup plus de monde. Donc forcément, elle va suivre un petit peu plus la vibe de sa colocataire, sauf que ces tentatives vont faire imploser un petit peu son petit monde et son groupe d'amis. Alors j'ai beaucoup apprécié quand même ma lecture. Alice Oseman, ça se voit que c'est quelqu'un qui est hyper positive. Vous la connaissez probablement parce que c'est elle qui a fait la série Heartstopper en roman graphique plus des romans écrits et en série sur Netflix. Et justement, j'ai vu la série, je suis en train de la revisionner avec mon copain aussi. J'ai récemment acheté sur Recyclivre aussi les romans graphiques pour commencer la série en papier. Et du coup, j'ai aussi un autre bouquin d'Alice Oseman que j'ai acheté aussi, que j'ai pas encore lu, Solitaire. Et du coup, celui-ci, c'est le premier que je lis d'elle. Et on voit vraiment que ses œuvres, elle essaie de les faire
à la fois très représentatif de tout le monde, de gens qui vont sortir de l'hétéronormativité. Et ici, du coup, les sujets, et je ne vous le spoile pas en vous disant ça, le sujet c'est la sexualité et la romantisme, qui est justement, qui sont des orientations amoureuses et sexuelles qui sont presque jamais en fait montrées. C'est justement un peu la discussion la pensée que j'ai eue un peu récemment, c'est que vraiment on dissocie beaucoup la sexualité de l'amour, mais on ne dissocie jamais l'amour de la sexualité. Alors que c'est deux choses qui peuvent être complètement différentes. Les aromantiques et les asexuels, sachant que ce sont des spectres quand même, sont vraiment les premiers représentants d'une possibilité de dissonance, de différence en fait, entre l'attirance sexuelle et l'attirance amoureuse. Et ce sujet, il est justement abordé dans ce bouquin et ça fait du bien de voir ça et ça fait surtout du bien de voir aussi une mise en avant des relations sans intérêt amoureux et sans attirance sexuelle. Parce que c'est ce qu'on manque. On vit quand même dans une société qui nous pousse à consommer la sexualité et à consommer l'amour. Alors qu'il y a, et l'amour amoureux je veux dire, alors qu'il y a d'autres types de relations qui sont des fois bien plus saines et bien meilleures à vivre, ou en tout cas tout autant importantes. Et ce livre, c'est vraiment ce sujet. C'est vraiment le sujet que l'amour, il n'est pas que dans le couple. Du coup, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, c'est très doux. Ça peut être un peu frustrant parce que la colocataire de Georgia, j'ai eu du mal à l'apprécier au début parce que vraiment, elle a un caractère qui, moi, me déplaisait dans le sens où je trouve qu'elle s'imposait trop face à Georgia et qu'elle laissait pas assez d'espace à Georgia. Mais elle a une super belle évolution malgré tout. Et voilà, le livre en fait est agréable. De toute façon, je ne vais pas forcément épiloguer plus encore, déjà que j'ai tendance à beaucoup parler, puisque je vous ai fait une vidéo un petit peu justement sur ce bouquin. Donc si vous êtes vraiment intéressé par les détails, je vous laisse aller la voir. Et pour terminer, j'ai lu Bien dormir, c'est possible, même pour vous, de Fabien Olicard, un petit cadeau de mon copain, puisque j'ai moi-même des difficultés avec le sommeil. Pour le coup, là, on est complètement sur de la non-fiction, et c'est simplement le sujet du sommeil, de qu'est-ce qui va troubler le sommeil, qu'est-ce qui va l'améliorer, comment votre sommeil influence votre personnalité, vos capacités motrices, intellectuelles, et voilà, en fait, comment le sommeil va complètement influencer votre vie et comment vous pouvez influencer votre sommeil pour mieux dormir. Il y a tout un programme à la fin de 30 jours que je vais essayer de faire. Je garantis pas de le faire rapidement parce que j'ai ma chienne, justement je vous ai fait toute une vidéo, une première partie justement sur la théorie de ce bouquin avant de faire la pratique puisque je l'ai lu en entière. Et justement, je parle du fait qu'avoir un animal peut troubler le sommeil d'une manière qui n'est pas prise en compte du tout dans le bouquin. Ce qui est un peu agaçant parce que par exemple, là, ça fait 2 jours que ma chienne a une diarrhée. Elle a mangé une souris, je crois. Je pense que c'était une souris. Elle a aussi mangé quelque chose par terre dans la rue. J'ai pas eu le temps de l'en empêcher. Bon voilà, ça arrive. Ma chienne a toujours une digestion plutôt compliquée. Donc le moindre truc peut la perturber. Et en ce moment, c'est le cas. Donc ça a été un petit peu galère. Voilà, elle me réveille du coup pour sortir. Là, ça va mieux. Ça va que c'est une diarrhée qui va durer là que 2 jours. Là, aujourd'hui, ça va déjà beaucoup mieux. C'est surtout hier, en tout cas la veille de ce tournage où ça a été beaucoup plus compliqué. Voilà, je m'inquiète forcément pour elle, surtout comme elle a du coup du mal à manger parce qu'elle est barbouillée. Donc forcément que ça trouble automatiquement mon sommeil. J'en parle beaucoup justement dans la vidéo si ça vous intéresse, mais ces choses-là sont pas forcément prises en compte, donc j'essaye de voir quand est-ce que je vais être dans une période où j'ai vraiment cette liberté de correctement m'organiser sans que ça me frustre, parce que justement, faut pas se frustrer. Le programme a l'air bien. Le programme a l'air bien construit et tout ça. Mais je sais pas s'il est adapté à tout le monde, parce que comme je l'ai dit aussi dans mon autre vidéo, les neuroatypies ne sont pas mentionnées. Donc voilà, je sais pas du tout si c'est vraiment adaptable à la majorité des gens en fait. C'est le 2e livre de Fabien Olicard que j'ai, l'autre je ne l'ai pas lu en entier, il faudra vraiment que je le fasse, mais c'est un petit peu quand même l'impression que j'ai avec ce genre de bouquin conseil, c'est que c'est fait pour les gens principalement qui rentrent dans la norme. À part quand vraiment une neuroatypie
où des situations spécifiques vont être le sujet principal du livre. Là, c'est pas le cas. Mais je pense qu'il peut quand même aider, ne serait-ce qu'à, même si on peut pas tout mettre en place, ne serait-ce qu'à trouver quelques méthodes qui pourraient améliorer, ne serait-ce qu'un tout petit peu notre sommeil, ou au moins il est d'utilité de toute manière pour se rendre compte à quel point notre société n'est pas faite pour qu'on puisse bien dormir et surtout à quel point le besoin de dormir, mais correctement, est vraiment complètement nécessaire à notre fonctionnement. Donc malgré tout, je le conseille quand même si vous êtes intéressé pour mieux dormir. Essayez si vous n'avez pas l'argent pour l'acheter. Regardez sur Vinted, tout ça, en occasion sur Recyclivre. Ce genre de bouquin, il y en a beaucoup. Fabien Olicard est quand même suffisamment connu pour que vous l'ayez facilement, si jamais ça vous intéresse, mais qu'en même temps, vous ne voulez pas mettre... Il coûte combien ? 18,95 € dedans, je peux comprendre. Moi, c'est mon copain vraiment qui me l'a offert. Donc ça va, sinon je pense que je ne l'aurais pas acheté tout de suite. Justement, je comptais d'abord regarder un podcast que Fabien Olicard a fait avec une autre madame que je ne connais pas. J'avais vu un extrait et j'ai pas pris le temps du tout de le regarder. Mais du coup, le fait qu'il m'a acheté le livre, ça m'a quand même aidé à me booster et à y lire. Donc je vous ferai signe quand j'aurai tenté de faire le programme. Sinon, je vous dis quand même, en livre audio, je n'ai rien lu en entier ce mois-ci. Mais j'essaye d'écouter Hadès et Perséphone, le tome 1, parce que mon copain a un rythme des lectures très lent dû à son travail et à la fatigue du coup que ça lui apporte de lire. Et du coup, je me suis dit que c'est beaucoup plus compliqué pour lui de m'emprunter un livre pour qu'on partage sur quelque chose, sur un bouquin que j'ai aimé et tout ça. C'est plus simple, c'est vrai, s'il y a des adaptations pour lui, des adaptations cinématographiques, ou si ça va être des mangas, des choses comme ça, forcément c'est plus rapide à lire, c'est plus simple à lire. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester de l'écouter, alors que c'est un bouquin qui de base ne m'intéresse pas, mais... Je me suis dit que j'allais le faire comme ça, ça permet d'avoir un petit peu cet échange entre nous sur une de mes passions, quelque chose qu'il apprécie, mais sans que lui se retrouve en porte-à-faux à être obligé de se forcer à lire quelque chose qu'il n'arrivera pas à lire. Bon, j'ai un peu de mal honnêtement à rentrer dedans, j'ai du mal, voilà. Mais après, j'essaye aussi de moins écouter des audiobooks à chaque fois que je promène ma chienne pour être aussi concentrée sur elle dans ces moments-là, parce que ce sont ses balades. Donc voilà, mais il n'y a pas que ça. J'avais déjà une mauvaise impression du bouquin parce qu'à l'époque où c'est sorti, beaucoup de gens avaient un petit peu taclé le livre parce que c'était très Wattpad, c'était très enfantin, très peu mature. La caméra qui se coupe. Je me dépêche, j'ai plus que 11% de batterie. Mais du coup, c'est vrai que j'avais un peu cet a priori et honnêtement, je le retrouve. Il y a aussi un truc très paradoxal chez Perséphone, c'est-à-dire qu'elle a des moments de gros égos et des moments où juste devant Hadès, elle est comme ça. Voilà, elle perd tous ses moyens, donc bon. Elle me paraît aussi un peu cruche, franchement, ça n'aide pas. Mon copain m'a déjà parlé de certains passages où je sais que je vais être là, bien sûr, je sais que littéralement, elle essaye de confronter les moires. Faut pas faire chier les moires. Non, on ne fait pas ça. Littéralement, tu n'es pas au-dessus des moires, c'est pas possible. Les moires, elles sont là, d'accord ? Elles sont au-dessus des dieux, en fait. Donc bon... Voilà. Mais pour autant, ça reste un peu agréable à lire dans le sens où du coup, ça me fait plutôt marrer. Mais il y a des côtés quand même très clichés. Je pense que je vais quand même essayer d'aller au moins au bout du tome 1. Je verrai si je lis les deux autres. Mais au moins pour pouvoir en discuter avec mon copain, ça reste très agréable à faire quand même ce genre de choses quand on est en couple. Donc... Voilà, et c'est vrai que au lieu d'être sur les écrans, ça peut être intéressant des moments où je suis un peu fatiguée, au lieu de traîner à regarder une série, un film, de peut-être couper les écrans et d'écouter ça plutôt que d'avoir vraiment une activité visuelle qui au final fatigue énormément à cause de la lumière bleue, comme on sait. Du coup voilà, c'était tout pour le mois de mai. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez éviter de louper des vidéos ou quoi que ce soit. Moi, ça m'aide beaucoup en tout cas. N'hésitez pas à liker. Dites-moi aussi en commentaire si vous le souhaitez, ce que vous avez lu ce mois-ci, s'il y a quelque chose que vous avez vraiment pas aimé, que vous conseillez vraiment pas, et puis pourquoi, autant argumenter dans ce cas, et ce que vous avez énormément aimé, et ce que vous conseillez vraiment à lire pour n'importe qui passerait par là, vraiment un peu la pépite que vous avez eue ce mois-ci, si vous en avez eu. Et si vous en avez pas eu, je vous souhaite d'en avoir une le mois prochain. Sur ce, je vous dis salut, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.